Val-de-Loire en direct se poursuit l'heure de votre JT présenté ce soir par Hélène Chaplet. Bonsoir Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Juste avant les titres, un point sur votre météo de demain. Le ciel alternera entre passages nuageux et belles périodes ensoleillées sur nos deux départements. Des températures stationnaires, la minimale sera de 8 degrés et la maximale de 18 degrés. À la une de notre JT, l'espoir que justice soit rendue pour 14 Bangladais, partie civile dans le procès Otakos qui s'ouvrait ce matin. À la barre du tribunal correctionnel de Tours, notamment les deux anciens gérants de l'enseigne de restauration rapide Tourangelle, poursuivis pour travail dissimulé. Ils sont accusés d'avoir exploité des travailleurs sans papier. L'odeur de peinture devrait bientôt faire place à celle des bons petits plats qui mijotent. La nouvelle cuisine centrale de Tours est fin prête. Dès le 3 novembre, 8500 repas seront fabriqués quotidiennement à Tours Nord. Enfin, les céramiques, les fossiles et toutes les découvertes mises au jour par les archéologues de l'INRAP d'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher sont désormais stockées à Parcé-Mélèze, 2500 mètres carrés d'entrepôts et de nouveaux bureaux pour accueillir également les 65 agents qui œuvrent quotidiennement à mieux comprendre notre passé. Et puis notre séquence, on vous répond avec la question du soir. Quels sont les bons conseils pour l'examen de conduite? On se posera la question avec notre invité Boris Fabian, enseignant de la conduite au sein de l'école conduite française qui sera avec nous à la fin de ce journal. Mais d'abord, Hélène, on revient donc sur cette sombre histoire de travail dissimulé. Les deux anciens gérants de l'enseigne de restauration rapide Otakos de Tours comparaissent à partir d'aujourd'hui et pendant 3 jours devant le tribunal correctionnel pour avoir employé des sans-papiers bangladais en leur faisant miroiter une régularisation. Les cuisiniers travaillaient 6 jours sur 7. Ils étaient hébergés dans des conditions indignes. Résumé de la première journée d'audience avec Lucas Chopin. Soumission de personnes dépendantes à des conditions d'hébergement indignes, emploi d'étrangers sans autorisation ou encore aide au séjour irrégulier d'étrangers en France. Voici quelques-uns des chefs retenus contre les 4 prévenus dans cette affaire des restaurants Otakos de Tours. Mais dans quelle mesure cet emploi de personnes sans papier était-il organisé? Parmi les prévenus, Rakib, sur le papier simple salarié, il est bangladais et décrit par des témoins comme un cerveau chargé de faire venir les cuisiniers bangladais depuis Paris dans le but de les exploiter. Mais pour son avocate, cette situation n'a rien d'un réseau. Il décide de s'investir parce qu'il est vrai que cette communauté est travailleuse et quand il y a besoin de trouver des collègues d'abord, et il pense forcément à ses compatriotes parce que c'est une façon de faire et c'est comme ça que lui est arrivé à Paris, c'est comme ça qu'on lui a donné cette habitude et donc il n'avait aucune volonté d'asseoir une certaine hiérarchie ou d'asseoir une puissance, il voulait seulement aider ses compatriotes. Côté partie civile, on estime que les 14 Bangladais ont été rackettés à tous les niveaux par Rakib. En effet, l'on soupçonne ce dernier d'avoir perçu de l'argent de la part des cuisiniers en échange de les faire venir à Tours, de les faire travailler et de les loger. Les loger parfois à une dizaine, dans 70 mètres carrés. Les salariés bangladais, malheureusement, dans la tête des employeurs sur le territoire, ils savent que ce sont des salariés corvéables qui feront énormément d'heures supplémentaires, qui ne compteront pas leurs heures, qui ne se plaindront pas, qui ne viendront pas réclamer des heures supplémentaires ou des paiements, etc., qui seront au contraire tout le temps reconnaissants d'avoir un travail. Et c'est ça qui est aujourd'hui condamnable, c'est profiter de cette situation de dépendance économique et administrative. Certains prévenus devront également répondre du chef d'abus de biens d'une société à des fins personnelles, autrement dit du détournement de l'argent de leurs établissements. Le procès prendra fin demain soir ou vendredi. C'est officiel, même si aucun plat ne sort encore de ces fourneaux, la nouvelle cuisine centrale de Tours est bel et bien terminée, Hélène. Implanté à Tours Nord, le nouvel équipement devrait entrer en fonctionnement après les vacances de la Toussaint. Il approvisionnera les 58 écoles Tourangelle et les 13 accueils de loisirs. Au menu, plus de fruits et légumes bio et locaux, des pâtisseries faites maison et des bacs inox pour remplacer les barquettes jetables. Visite des lieux en avant-première avec Arnaud Potier. Elle est l'une des nouvelles stars de la cuisine centrale de Tours. La légumerie va permettre à la ville de consommer plus de produits de saison issus des filières locales. Mais ce n'est pas son seul avantage puisqu'elle réduit grandement la pénibilité pour les agents, tout en assurant un traitement de 2 tonnes de fruits et légumes par jour. Une aide au travail par une vis sans fin qui va faire monter les légumes, qui va les éplucher dans la machine qui est juste derrière moi, et une table de parage qui va permettre aux agents de reprendre les légumes parce que nous, on va acheter des légumes qui ne sont pas uniformes, on aime les légumes moches aussi, et ça permet comme ça de vraiment pas avoir de pertes chez les producteurs. Et après, par un jeu de bacs et de flux, désinfection des légumes et rinçage.
Dans les autres nouveautés de cette cuisine centrale, on retrouve les fours avec un nouveau processus de cuisson longue la nuit pour économiser de l'énergie, mais aussi pour garder les saveurs et les nutriments. Dans la pièce à côté, on retrouve 2 espaces dédiés à la pâtisserie pour préparer tous les desserts de manière artisanale. L'accent est mis sur le fait maison et les circuits courts, toujours dans le même objectif, réduire l'empreinte carbone. Autre nouveauté, les 14 000 bacs en inox qui viennent remplacer les 20 tonnes de plats en carton et aluminium. Les bacs inox sont déjà l'outil pour pouvoir produire au sein de la cuisine centrale et après conditionner et rentrer dans les écoles pour pouvoir faire le service dans les écoles. Et le but est vraiment de suivre et de tracer tous ces bacs inox et de ce qu'il y a dedans. Cette cuisine toute neuve s'illustre comme un fleuron du bien manger. À terme, 8500 repas sortiront chaque jour de ce bâtiment et seront acheminés par des camions électriques vers les 72 écoles et crèches de la ville. Un lieu aussi dédié à la pédagogie puisque les élèves et les parents pourront venir visiter la cuisine centrale. Il y a un parcours pédagogique. À l'intérieur aussi, il est prévu un parcours interne où on peut observer les différentes étapes de production pour que les enfants comprennent vraiment de la fourche à la fourchette. Il y a une fresque d'ailleurs qui explique ça, comment les produits sont transformés pour arriver jusque dans leur assiette. L'ancienne cuisine centrale raccroche après presque 50 ans de service. Elle laisse place à un outil qui prend en compte le bien-être des agents, la lutte contre le gaspillage et un meilleur respect de l'environnement. Et avant de voir le jour, cette nouvelle cuisine centrale a fait couler beaucoup d'encre. L'ancienne majorité voulait en faire un équipement mutualisé avec le CHU. Il a également été question de rénover l'actuelle cuisine centrale qui date de 1976. Finalement, c'est l'option d'un nouveau bâtiment qui a donc remporté la mise. On en parle plus en détail avec notre invité du jour. Alice Vanneroy, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc en charge de la transition alimentaire à la ville de Tours. Est-ce que vous diriez que cette nouvelle cuisine centrale, c'est la réalisation phare de votre mandat ? Alors c'est un très très bel outil, on l'a vu ce matin, on était très nombreux présents à l'inauguration, beaucoup de partenaires, beaucoup d'institutionnels, d'autres collectivités. C'est un projet qui a été très soutenu, très porté par l'équipe municipale, mais c'est surtout un outil qui est au service de la stratégie alimentation qu'on décline depuis des années, au service quand même des repas quotidiens des 8500 enfants de la ville. Donc je ne sais pas si c'est le projet phare, mais c'est un projet très important pour l'équipe et pour la ville. Donc à terme, une capacité maximale de 11 000 repas par jour. Est-ce que les petits Tourangeaux, ils vont sentir la différence quand ils vont manger dans leur assiette ? Oui, alors évidemment, je vais dire oui, parce que ça serait l'idéal. Sinon, ce serait quand même très dommage. Oui, alors on a vraiment, je tiens à le souligner, en plus des équipements qui sont assez innovants dans cette cuisine. On n'est pas nombreux en France à en disposer. Alors, ça peut paraître des fois un peu technique quand on ne connaît pas les cuisines professionnelles, mais que ce soit tout ce qui va permettre de traiter plus de fruits et légumes bruts. Sur la pâtisserie, on va encore monter d'un cran pour pouvoir faire plus de gâteaux, alors qu'aujourd'hui c'était quand même toujours un petit peu compliqué. Et puis cette possibilité d'ouvrir en fait et que les enfants viennent à la cuisine, visitent, cuisinent dans la cuisine, ça permet aussi pour eux de s'approprier, de mieux comprendre comment ça fonctionne cette grosse machine qu'est la cuisine centrale. Et ça c'est un vrai plus, ne serait-ce que pour qu'ils comprennent un petit peu d'où viennent leurs repas quotidiens. Et on le disait, c'est aussi un équipement que vous avez voulu plus écologique par différents aspects, et par exemple les panneaux photovoltaïques qui vont être installés, mais également sur ces fameux bacs en inox qu'on a vus. Fini le plastique, fini l'alu, on essaye de générer moins de déchets ? Oui, on réduit beaucoup la quantité de déchets qu'on produit. Aujourd'hui, c'est à peu près 20 tonnes de barquettes plastique ou aluminium par an qui sont utilisées par la cuisine centrale, donc ce n'est pas anecdotique. Et puis, il y a toujours des enjeux, malgré tout, d'inquiétude sur la santé, sur l'inertie de ces matériaux. Donc là, en revenant à de l'inox, comme on faisait avant, il y a longtemps, on va le dire comme ça, mais avec un tout nouveau process qui est quand même beaucoup plus abouti que ce qui pouvait se passer par le passé, finalement, on va réduire drastiquement les quantités de déchets, mais il n'y a pas que ce sujet-là, il y a aussi toute la gestion des biodéchets qu'on a mis en place, c'est-à-dire que ça ne part plus les biodéchets qui sont produits par les cantines, et c'est normal, les enfants ne mangent jamais toutes leurs assiettes, même si c'est très bon. Tout ce qui ne va pas être consommé va pouvoir être revalorisé derrière et servir en méthaniseur ou pour produire de l'énergie. Donc le but, c'est à chaque endroit de la chaîne, essayer d'être le plus performant possible. Et il y a aussi un sujet sur les véhicules, par exemple, parce que toutes nos camionnettes de livraison vont être maintenant électriques, ce qui n'était pas le cas avant. Donc voilà, à chaque endroit où on a pu faire bouger les curseurs pour être le plus en phase avec les besoins actuels, on l'a fait.
Que va devenir l'ancienne cuisine centrale qui date de 1976 et qui est implantée dans le quartier des Fontaines? Oui, qui aurait eu bientôt 50 ans, qui était vraiment arrivée en bout de course. Et je pense que c'est un sujet, la cuisine centrale, dont les Tourangeaux entendent parler depuis, 15-20 ans. Donc là, tout le monde, je crois, est d'accord pour dire que celle-ci, elle peut prendre sa retraite assez sereinement. Néanmoins, il y a encore quelques activités de la ville qui sont dans le bâti. Donc on va avoir une période transitoire. Et puis, on a pas mal de partenaires qui sont intéressés pour pouvoir garder un usage alimentaire sur ce site au service du quartier. Mais pour l'instant, on est vraiment trop en amont. Mais on espère bien que cette cuisine qui nous a rendu service fidèlement pendant 50 ans ne va pas devenir une friche. Et on va être vigilant à son avenir. Et aussi, parce qu'il faut que ça reste un lieu de vie dans le quartier dans lequel elle est aux Fontaines. Les outils qui étaient au sein de cette cuisine seront transférés dans la nouvelle, ceux qui sont encore en état, j'allais dire? Oui, ce qu'on a pu réutiliser va déménager à Tours-Nord. Ce qui était en bout de course ne sera pas réutilisé. Éventuellement, il peut y avoir aussi des logiques de dons. Là aussi, on essaye de faire en fonction de l'état des matériels. Mais je redis qu'on avait bien utilisé la cuisine actuelle et tous les outils qu'il y avait dedans. Donc là, il est temps d'ouvrir une nouvelle page complètement à Tours-Nord. Donc, premier petit menu fabriqué à Tours-Nord? Oui, le 3 novembre, normalement, tous les enfants, je touche du bois, parce qu'on l'a visitée ce matin, elle était très très belle, mais tant qu'elle ne tourne pas, on reste vigilant. Et le 3 novembre, ils auront un menu qui sortira de la nouvelle cuisine centrale. Bon, merci Alice Vanneroy pour vos explications. Merci. Merci à vous. On ça sur Val de Loire TV. Nos prochains interlocuteurs s'intéressent également à ce qui provient de la terre, mais pas pour faire de bons petits plats, Hélène, mais plutôt pour étudier ces trésors enfouis. Les archéologues de l'INRAP viennent d'emménager dans de nouveaux locaux à Parcé-Mêlée. Un bâtiment de 2 étages qui dispose de 1000 m² de plus que l'ancien centre implanté auparavant à Tours-Nord. Plus d'espace pour stocker plus d'objets d'études découverts lors de fouilles et pour pousser les recherches encore plus loin. Lucas Chopin. Dans ce nouveau centre, on fait la part belle aux nouvelles technologies. Ici, l'on scanne et l'on numérise les objets d'études pour répondre à des questionnements sur le mode de façonnage. Et l'autre application, ça va être aussi pour la valorisation, éventuellement, donc sortir soit directement à partir des imprimantes 3D, des modèles 3D, soit des photos, des images. On va pouvoir jouer sur les sources de lumière, mais on peut aussi, avec certains outils, faire des coupes virtuelles pour avoir des profils ou s'arrêter sur des détails. Le nouveau centre de recherche archéologique offre désormais un nouveau confort dont bénéficient les 65 agents de l'INRAP à Parcé-Mêlée. On a des grandes salles d'études qui vont permettre à nos spécialistes justement de travailler de façon un peu plus confortable et plus efficace. Et puis un très grand espace de stockage. On va pouvoir mettre les collections en cours d'études avant qu'elles soient versées à terme à l'État. Parmi les nombreuses spécialités représentées dans ce centre, la céramique. On est en train de travailler sur des lots céramiques qui sont issus d'ateliers de potiers qui sont situés à Crouzy. Là, on est en train d'exploiter les données qui sont issues de ces terrains. La problématique générale de cette recherche, c'est lié à l'origine et le développement des villages en région. Quelques mètres plus loin se trouve le laboratoire de Bénédicte Prada. Elle est carpologue, c'est-à-dire une archéologue spécialisée dans l'étude des graines et des fruits. Ça sert à avoir beaucoup d'informations sur l'alimentation végétale, sur l'agriculture, les pratiques agricoles, aussi sur les plantes techniques, par exemple les plantes tinctoriales qui vont servir à faire de la teinture, et puis aussi, alors plus généralement, l'histoire des plantes. Le centre de recherche archéologique pour l'Indre, l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher vient d'être inauguré. Il offre désormais de nouvelles possibilités pour la recherche. Allez, place à notre rubrique On vous répond avec notre invité Boris Fabian, enseignant de la conduite au sein de l'école conduite française. Pour cette question, quels sont les bons conseils pour l'examen de conduite? Vous préparez peut-être l'examen du permis de conduire et avez vu ces vidéos de moniteurs TikTok qui donnent leurs astuces. Mais attention, ces conseils souvent filmés en région parisienne ne reflètent pas forcément la réalité de l'examen dans notre département. Justement, on va faire un point avec vous. Boris, il y en a beaucoup de conseils TikTok évidemment, qui sont donnés un peu sur la région parisienne, mais il faut faire très attention à ce qui peut être dit dans ces vidéos qui ne sont pas la réalité de ce qui se passe chez nous en Indre-et-Loire. Oui, tout à fait. Les attentes souvent en région parisienne, déjà des inspecteurs sont
souvent différentes. Hein. Le contexte de circulation est complètement différent. Les centres d'examen sont complètement différents. On n'a pas les mêmes routes. Nous, à Tours, notre centre d'examen, il est à Parcé-Mêlée. Donc, vous vous doutez bien qu'entre Parcé-Mêlée et la région parisienne, c'est un peu différent. Il y a un monde. C'est quoi les points concrets sur lesquels les inspecteurs vont s'arrêter par rapport lors de ce passage de l'examen? Il y a 2 points principaux. Déjà, le respect du code de la route, ce qui paraît plus qu'évident. Respect du code de la route et assurer la sécurité de véhicules et des gens autour du véhicule, notamment les usagers vulnérables. Il y a un gros point qui a été posé sur les usagers vulnérables. Donc voilà, ça fait partie des 2 grosses choses à faire attention. Vous dites qu'il faut dédramatiser aussi l'examen. C'est vrai qu'on met beaucoup de pression sur les candidats. Quand on est jeune, parfois on prend la pression un peu plus. Il faut aussi dédramatiser et peut-être prendre l'inspecteur comme un moniteur X ou Y. C'est un être humain. L'inspecteur est un être humain, alors qu'à ses jours aussi, faut aussi. Je suis même sûr qu'il y a un gros stress de l'examen, effectivement, qui est ce rapport avec l'inspecteur, parce qu'on en entend beaucoup parler, l'inspecteur ci, l'inspecteur ça. En réalité, effectivement, ça joue beaucoup sur l'examen. Ouais, tout à fait, sur les capacités de conduite et voilà, on souffle un coup, tout va bien et tout va bien se passer. Bon, au-delà des heures de conduite, de ce que nous a dit le moniteur d'auto-école, c'est quoi les pièges ou les erreurs qu'il faut éviter le jour J quand on rentre dans l'habitacle pour l'examen des final? choses, moi, les conseils que je donne le plus facilement, c'est déjà prendre le temps de s'installer. Régler son fauteuil, enfin régler le siège, régler les rétroviseurs, le volant, etc. Prendre le temps de souffler. Et puis vous savez, très franchement, la plupart du temps, quand on loupe l'examen, c'est pas sur quelque chose qui est super compliqué. Hein, c'est sur un petit démarrage, un calage dans une intersection parce qu'on est stressé, on a envie de partir, etc. Donc plus on est appliqué sur les fondamentaux, notamment mécaniques, et mieux ça se passera. C'est le message qu'on va retenir pour nos amis téléspectateurs et peut-être futurs. Ça me paraît plutôt pas mal, effectivement. Merci beaucoup d'être venu en plateau. Avec plaisir. Et à bientôt pour de nouvelles chroniques autour évidemment de l'auto-école et ses spécificités. Hélène, un mot de sport à présent. Pour vous dire que le tirage au sort du 6e tour de la Coupe de France de football a eu lieu mardi soir. 12 équipes sont encore en lice dans notre région, 4 du Loir-et-Cher et 3 d'Indre-et-Loire. Les matchs se joueront les 25 et 26 octobre prochains. À noter par exemple ce duel entre les 2 principales équipes Tourangelle-Montlouis face à la nouvelle formation de l'Union Foot de Touraine. L'année dernière, l'événement avait eu lieu place Anatole France. Cette fois-ci, c'est à Saint-Pierre-des-Corps que ça s'est déroulé. La 3e édition du Village Santé s'est installée ce mercredi au cœur de la salle des fêtes corpo-pétrussienne. Sur place, toute la journée des professionnels de santé et des conseillers de l'assurance maladie pour répondre aux différentes sollicitations, vacciner ou réaliser des dépistages. On fait le point sur cette initiative avec Louis Marmion. Aujourd'hui, Claude en a profité pour se faire vacciner, une mise à jour nécessaire pour cette retraitée qui a sauté sur l'occasion. J'étais venue l'année dernière, il y avait déjà un village à Tours, et donc là j'avais vu des affiches et je me suis dit pourquoi pas. Et puis c'est vrai que je pensais peut-être vaccination, donc je me suis dit c'est l'endroit idéal. Une trentaine d'exposants sont présents à ce village santé, nutrition, maladies chroniques, dentistes, médecins, kinés. Le village s'est délocalisé pour sa 3e édition à Saint-Pierre-des-Corps auprès de populations dites prioritaires. Des personnes qui n'ont pas de médecin traitant, elles peuvent venir nous voir au centre de vaccination. On a toute l'information et le personnel spécialisé sur le sujet et on a les vaccins sur place. Donc ça peut être plus facile pour certaines personnes de venir au centre se faire vacciner et de délocaliser, de faire ça dans les quartiers prioritaires. Voilà, c'est intéressant d'aller vers les populations, ça fait partie de notre travail. Une manière de soigner et sensibiliser avec des animations présentes pour s'informer en s'amusant. Il y a en effet le Santé Quiz, qui est un jeu qui a été créé par la CPAM 37, qui permet de parler de sa santé sur différents sujets comme le bien-être mental, la nutrition, la santé sexuelle, etc. Et puis il y a aussi le jeu de loi qui est plus là sur les aspects physiques. Bah oui, bouger pour la santé, bouger c'est important pour la santé. L'année prochaine, le village santé devrait s'implanter dans une autre commune de la métropole. Allez, rappel du principal titre, Hélène, avant de se quitter. Les 2 gérants de l'enseigne de restauration Rapido Tacos comparaissaient à partir d'aujourd'hui et pendant 3 jours devant le tribunal correctionnel pour avoir employé des sans-papiers bangladais en leur faisant miroiter une régularisation. Et les cuisiniers travaillaient 6 jours sur 7. Ils étaient hébergés dans des conditions indignes. Nous reviendrons demain encore sur la 2e journée de ce procès. Merci beaucoup, Hélène Chaplet. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, la suite de vos programmes pour Val de Loire TV. Puis nous
nous donnons rendez-vous demain. Tout à fait, à demain. 17h50 pour un nouveau numéro de Val de Loire en direct. À demain.